Bonsoir Dimitri Kochko. Bonsoir. Alors Dimitri, vous revenez vers nous pour nous donner des informations sur la situation en Ukraine. Alors nous sommes le 23 mai 2019, c'est votre 13e vidéo avec nous, avec Éveil Français TV. Et aujourd'hui on aborde un sujet concernant évidemment l'Ukraine, comme je le disais juste à l'instant, mais plus particulièrement la suite des événements à partir de l'intronisation du nouveau président qui s'appelle Volodymyr Zelensky, qui est censé faire une rupture avec la politique de Poroshenko, pratiquée depuis 5 ans, qui a donné des catastrophes économiques et humaines, que ce soit particulièrement d'ailleurs dans le Donbass, avec cette guerre larvée infecte. Et voilà, c'est l'occasion, Dimitri, de vous exprimer pour nous dire, pour nous donner votre point de vue sur ce à quoi on doit s'attendre à présent que le nouveau président a été intronisé. Bon, merci. En tout cas, non, je ne suis pas un voyant, mais dans ce que vous avez dit, il y a déjà l'expression de l'espoir que d'ailleurs tout le monde a, c'est-à-dire Zelensky, on peut espérer. Quand on voit le bonhomme, il est quand même autrement plus sympa que Poroshenko. C'est un gars beaucoup plus jeune, qui galope, qui fait des sourires, qui serre des mains, qui a l'air d'être beaucoup plus décontracté en un mot. Et puis en plus, c'est un comique, c'est un acteur comique. On l'a souvent comparé à Coluche pour la France. Et effectivement, ce qu'il fait au niveau comique, c'est pas mal. Moi, ceux qui comprennent le russe, je leur conseille de regarder. Parce que je dis qu'ils comprennent le russe, c'est pas par hasard, c'est que Zelensky, c'est un russophone. C'est un monsieur qui parle russe. Or, juste avant qu'il ne soit intronisé, donc il a été intronisé avant-hier, juste avant qu'il ne soit intronisé, il est la Rada, signée par Poroshenko, bien sûr, comme décision et nouvelle loi, la langue russe a été interdite en Ukraine. Interdite. Avec en plus une police de la langue qui d'abord vous met une amende très élevée en plus, vu le niveau de vie ukrainien qui, depuis le Maïdan, depuis ces 5 ans, est arrivé à être quand même un niveau de vie inférieur à celui des Chinois. Ce qu'il faut quand même faire. Et puis, ils sont arrivés aussi à... donc interdire le russe qui est la langue maternelle de Zelensky. Et d'ailleurs, Zelensky a beaucoup de mal en ukrainien. Quand il parle ukrainien, c'est pas très très bon. Il a du mal, quoi. Il fait des fautes. Et puis d'ailleurs, il passe de temps en temps au russe. Donc ils vont faire quoi? Ils vont lui aussi lui mettre une amende. Et puis après, à la deuxième récidive, c'est une peine de prison. Donc, vous voyez un peu, c'est comme si en Belgique, au Québec, en Suisse, on interdisait le français. Est-ce que la France serait d'accord? On ne défendrait pas du tout, non pas nos compatriotes, mais au moins les gens qui parlent la même langue que nous. C'est complètement aberrant. Or, la question a été posée à l'ONU par les Russes en disant mais qu'est-ce que c'est que cette loi liberticide tout de même? Eh bien, les États-Unis, l'Angleterre et malheureusement la France ont refusé que ce point soit porté à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous renonçons à défendre la francophonie, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on a commencé en faisant nommer à la tête de l'agence francophone, de l'organisation de la francophonie internationale, une ministre du Rwanda, où le français a été banni au profit de l'anglais. Enfin bref, c'est des choses bizarres qui nous arrivent tout de même. En tout cas, on revient à l'Ukraine. Donc Zelensky, Volodymyr, en fait c'est Vladimir, Zelensky a donc été intronisé président. Il y a eu tout un tas d'intrigues avant d'arriver à le laisser être président, parce qu'évidemment, il avait fait savoir qu'il allait dissoudre la Rada, c'est le Parlement ukrainien. Et évidemment, cette Rada n'avait pas du tout envie d'être dissoute. Or, il se trouve qu'il lui reste 6 mois à partir de la fin mai. Il lui reste 6 mois avant que les élections prévues ne se tiennent. Or, on ne peut pas dissoudre la Rada à moins de 6 mois
des élections ordinaires prévues. Donc ils essayaient de jouer la montre, quoi. Bon, ça n'a pas marché. Visiblement, ou Zelensky ou de très forts protecteurs de Zelensky sont arrivés à convaincre. Alors le député ukrainien de nos jours, c'est une question de montant. Il change de camp très facilement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ou bien c'est des protecteurs, ou bien c'est quasiment les protecteurs d'outre-Atlantique qui ont décidé que il fallait faire l'intronisation. De même que le ministre de l'Intérieur de Poroshenko, Avakov, qui est un Arménien, qui lui aussi a dû apprendre l'ukrainien d'ailleurs, parce que, a été aux États-Unis pour demander s'il fallait laisser Zelensky gagner les élections. Et aux États-Unis, on lui a dit, écoutez, là, la différence est vraiment trop forte, donc oui, laissez, quoi. On joue le jeu. Alors, quand même, Poroshenko, grâce à des triches et grâce à des mesures administratives, comme on dit pudiquement, est arrivé à éliminer son autre concurrente, qui était Timoshenko. Et donc, le deuxième tour s'est fait entre Poroshenko et Zelensky. Zelensky était un homme qui ne venait pas de la politique, c'était un acteur, c'était un monsieur qui a une boîte de production et il monte des émissions comiques. Il a fait aussi un film où il a joué d'ailleurs le rôle d'un président. C'est assez amusant, oui. Mais au niveau de la notoriété, c'est assez important, parce que ça veut dire que tout le monde le connaissait dans ce rôle-là. Or, évidemment, son expérience politique est relativement réduite, mais le patron de la chaîne de télévision qui lui achète ses programmes, c'est un oligarque qui s'appelle Kolomoïski. Oui, Igor, oui. Et lui est très intéressant, Igor Kolomoïski, qui est très intéressant parce que c'est un monsieur qui lui aussi est de Dniepropetrovsk, qui lui aussi ne parle que le russe, et qui n'a pas du tout l'intention d'apprendre l'ukrainien. Alors là, vous pouvez être tranquille. Donc lui aussi, il va avoir des problèmes avec la police de la langue, peut-être. Enfin, pour l'instant, il n'en a pas. Parce qu'il vient de revenir en Ukraine. Avant, il habitait plutôt aux États-Unis, en Suisse et en Israël. Et il a été bien avec Poroshenko au début. Et puis visiblement, ils se sont un peu disputés. Mais Kolomoïski était celui qui payait quand même les milices qui attaquaient le Donbass, qui bombardaient le Donbass, et notamment toutes les milices de l'Ukraine occidentale, de la Galicie, qui notamment se proclamaient carrément néo-nazis, oui. Avec des insignes avec des croix gammées un peu déformées, des insignes avec la louve des nazis, avec des insignes SS, enfin, etc., etc. C'est paradoxal pour quelqu'un qui joue un rôle assez important dans la fédération juive, quoi, enfin dans les organisations juives internationales. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est des choses, il y avait, paraît-il, du gaz de schiste possible du côté de Lugansk, il y avait d'autres peut-être points d'intérêt. En fait, donc, on a abondamment soupçonné que c'est Kolomoïski, en fait, qui a créé la candidature de Zelensky. Et effectivement, dès que Zelensky a été sur le point d'être élu, Kolomoïski est revenu en Ukraine. Et Poroshenko n'a pas osé faire quoi que ce soit contre son collègue oligarque, puisque c'est un oligarque très riche, évidemment. Et donc, cet oligarque, lui, en revanche, a des propos intéressants. Il a été interviewé par un journaliste vedette ukrainien, et il dit dans ses interviews des choses qui peuvent laisser penser, parce qu'on ne sait pas jusqu'à présent ce que va faire Zelensky. Zelensky, il a d'un côté recueilli les voix de tous ceux qui en avaient marre de Poroshenko, qui ne voulaient plus de Poroshenko, ça c'est très clair. Ah oui. Donc on peut dire que la majorité des Ukrainiens, sachant que 2 millions d'Ukrainiens du Donbass et de Lugansk, enfin, ont été interdits de vote, et que 2 millions et quelques d'Ukrainiens réfugiés en Russie n'ont pas pu voter non plus. Oui. Donc vous avez quand même dans le corps électoral d'Ukrainiens 4 millions de personnes qui n'ont pas pu voter. Et malgré ça, ceux qui ont pu voter ont voté, à l'exception de la région ouest de la Galicie, là où justement ou d'où viennent la plupart de ces détachements néo-nazis d'ailleurs, je raconterai un peu pourquoi, ils ont voté contre Poroshenko, et dans des proportions énormes, puisque au deuxième tour, Zelensky est à 72%, je crois, des voix, et Poroshenko à 20 et quelques. Donc c'est même pas discutable que la politique Poroshenko est rejetée. Or la politique Poroshenko, c'est quoi? Eh bien, c'est continuer à dire on va rentrer dans l'Union européenne,
Il a obtenu la possibilité de venir faire des voyages sans visa dans l'Union européenne, ce qui était une mesure très populaire pour les Ukrainiens, et pour une raison très simple, c'est pour aller foutre le camp et essayer de travailler en Union européenne. Oui, oui. Et en fait, ils se sont fait avoir quelque part, c'est que ceux qui peuvent y aller sans visa dans l'Union européenne, c'est ceux qui ont un passeport biométrique. Et le passeport biométrique, bien évidemment, quand vous dépassez le temps de séjour, puisque c'est 90 jours dans l'année, quand vous dépassez le temps de séjour, vous êtes repéré. Et vous ne pouvez pas dire que vous avez perdu le passeport, ce que font d'habitude les Ukrainiens qui immigrent ici et qui travaillent ici au noir, ou bien qui se montent un boulot d'ailleurs, et qui peuvent pas travailler en Ukraine parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Mais sans compter le fait que... C'est le résultat de la politique. Donc Zelensky, pour se faire élire, il a fait de la surenchère nationaliste, évidemment, parce que depuis 5 ans, les gens sont quand même zombisés, ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on leur explique des tas de choses un peu bizarres quelquefois, même sur l'histoire ukrainienne. Et puis, évidemment, on leur surine sans arrêt que tout ce qui va mal, c'est la photo russe. Oui. On ne sait pas pourquoi, mais c'est la photo russe, parce qu'ils nous font la guerre, parce que c'est des méchants, parce que si, parce que ça. C'est le gouvernement qui est bien, qui a interdit les vols d'avions vers la Russie. Or, évidemment que ça a privé d'emploi beaucoup d'Ukrainiens qui allaient travailler en Russie pendant quelques mois et qui revenaient en Ukraine. Ils ne peuvent plus le faire. Aujourd'hui, donc, Zelensky, on ne sait pas bien vers quoi il va aller. Il semblerait qu'il a, sans doute pour montrer ce dont il était capable, il a envoyé un commando à Donetsk qui a disparu. Alors, du côté kievien, évidemment, avec humour, on raconte le fait que, oui, évidemment, ils ont disparu parce qu'ils sont allés demander un passeport russe. Comme vous savez, les Russes ont décidé de faciliter les procédures administratives pour obtenir un passeport russe dans les régions de Donbass, du Lugansk et de Donetsk. Et évidemment, il y a des queues et les gens demandent ces passeports, parce que jusqu'à présent, c'était assez difficile. Or, il y avait des tas d'Ukrainiens qui se réfugiaient en Russie et d'autres qui émigraient carrément en Russie et qui voulaient prendre la citoyenneté russe. C'était très difficile. Là, ils ont décidé de soulager la chose, de faciliter la chose. Et donc, voilà l'ironie qu'il y a eu à Kiev. Ironiquement, on a dit, le commando a disparu parce qu'il a demandé un passeport russe. En fait, il semblerait qu'ils ont été arrêtés et que leur mission était de faire un acte de sabotage, de provocation contre les observateurs de l'OSCE, qui pourtant souvent regardent à travers leurs doigts, je dirais, quand il y a des violations par les forces kieviennes, les différents mercenaires et les différentes milices qui attaquent systématiquement le Donbass. On voulait faire une provocation contre eux, donc, de façon à provoquer une indignation du côté des pays occidentaux, de façon à ce que les pays occidentaux fassent des pressions sur la Russie. Là aussi, la Russie n'y est pour rien, mais c'est toujours sur la Russie qu'on fait les pressions, qu'on accuse, qu'on dit c'est eux qui ne respectent pas les accords de Minsk, etc., etc. Les accords de Minsk qui, comme vous le savez, ont été signés dans le format Normandie, comme on a dit, à l'occasion d'une visite de Poroshenko et de Poutine sur les plages du débarquement pour commémorer un 6 juin, que De Gaulle ne commémorait d'ailleurs jamais. Ah oui, tout à fait. Hollande, lui, n'a rien à refuser à ses amis d'outre-Atlantique, bien évidemment, ou ses parrains d'outre-Atlantique plutôt. Ils ont à ce moment-là, avec Merkel, les Ukrainiens, les Russes et les Français, donc, pris l'initiative de ces accords de Minsk, qui prévoyaient notamment une certaine possibilité de détente entre les républiques qui ont résisté à Kiev, notamment. À Kiev qui avait décidé notamment n'oubliez pas, d'interdire le russe, comme une des premières mesures. Il y a une chose qui est très importante qui explique en fait l'origine des accords de Minsk II, c'est-à-dire la signature des accords de Minsk II, avec la tête très méchante mais très, de Poroshenko à l'époque, c'est que les forces ukrainiennes avaient attaqué les deux républiques
et qu'elle s'était ramassée une bonne raclée à Debalsego, et que c'est la raison pour laquelle ils avaient signé cet accord, tout simplement pour essayer de sauver les troupes qui étaient encerclées à Debalsego. Ah oui, il y avait ça, et puis il y avait que la position militaire était catastrophique. Je pense d'ailleurs, moi, pour ma part, que c'est là sans doute que les Russes ont commis une assez grosse erreur. C'est qu'ils n'ont pas ils ont arrêté les gens du Donbass qui voulaient aller plus loin, qui voulaient aller sur Mariupol, qui est le port sur la mer d'Azov. Or, les Russes leur ont nettement dit non. Et puis, il y en avait même qui voulaient aller sur Kharkov, qui est la ville du Nord. Tout ça, c'est des villes russophones. Hein. C'est ça la fameuse Nouvelle Russie, d'ailleurs, Novorossiya. Et sur Odessa. Et s'ils avaient été jusqu'à Odessa et sur Kharkov, il est évident que il y aurait eu en plus le problème de la Transnistrie qui aurait été réglé. Donc aussi, ça, oui. Seule l'histoire dira si les Russes ont eu raison ou tort d'arrêter les résistants du Donbass. Franchement, moi j'ai tendance à penser que ça a été une erreur des Russes. Peut-être que non. À l'époque, les Russes disaient oui, mais leur front serait beaucoup trop long et ils ne seraient pas capables de le tenir. Alors, en fait, c'est oublié qu'il y avait toute une grosse partie de la population ukrainienne, justement, qui va dans cette espèce de croissant entre Kharkov, Odessa, Donetsk, que toute une partie de la population attendait justement qu'on vienne les aider contre le régime de Kiev. À Odessa, n'oubliez pas, il y a eu quand même au moins 50 morts dans la Bourse du Travail le 1er mai 2014, avec des gens massacrés, oui. Un incendie, des gens brûlés vifs, etc., oui. dont la presse française n'a évidemment à peu près pas parlé, ou en tout petit paragraphe. Enfin bref, 50 personnes tuées, massacrées d'une manière sauvage, oui. à Odessa, en pleine Europe, au XXIe siècle, et on n'en parle pas. C'est vous dire quand même qu'il y a un vrai problème. Mais cet exemple-là, si vous voulez, a quand même beaucoup servi justement à mobiliser les gens dans le Donbass, où on s'est dit non, on veut pas à Odessa, nous. On veut pas se faire massacrer. Et pourquoi? Parce que quel était le crime des jeunes qui se sont fait massacrer? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes là-dedans qui ont été massacrés, notamment beaucoup de communistes d'ailleurs, qui ont été massacrés, c'est qu'ils demandaient une fédéralisation de l'Ukraine. Or, le régime kievien n'en voulait pas. Et donc, il a envoyé des commandos, justement, d'une 1500 personnes, quand même, sous prétexte de soutien à un match de football. Enfin, bref, tout un train et qui est venu et où les gens ont débarqué et massacré les gens. Donc, aujourd'hui, Zelensky, et je reviens à mon Kolomoïski, l'oligarque protecteur de Zelensky, en tout cas supposé, quand il est interviewé par un journaliste vedette, lui qui avait donc subventionné des mercenaires, des néo-nazis contre le Donbass, eh bien il déclare, écoutez, arrêtez de me dire, parce que le journaliste qui l'interviewait, évidemment, est dans la langue de bois. La langue de bois, ça consiste à dire, les Russes attaquent le Donbass, donc nous devons, etc. Et Kolomoïski répond en disant, c'est pas les Russes qui attaquent le Donbass. Ce qui était évident, tout le monde le sait très très bien que c'est pas du tout les Russes. Le général Gomard, qui était chef des services secrets de l'armée française, en a témoigné à l'Assemblée nationale, devant la Commission de la Défense nationale, encore en mars ou avril 2015. Vous trouvez ça dans le journal officiel, malheureusement pas dans la presse française, qui a jugé bon de ne pas donner l'information. Enfin, lui, il a dit que l'OTAN faisait tout pour faire pression sur nous, pour qu'on dise que les Russes sont intervenus, mais en fait, ils ne sont pas intervenus en tant qu'armée. Il y a des Russes dans le Donbass, bien sûr, mais il n'y a pas d'armées russes qui sont intervenues en tant que telles. Donc on le savait depuis longtemps, mais là, bon, Kolomoïski, lui, payait les mercenaires contre les gens du Donbass, et là, il déclare, ben non, écoutez, c'est une affaire à régler entre nous, c'est une affaire de guerre civile ukrainienne, il faut que nous la réglions, et pour Poutine, vous savez, alors là, il dit un gros mot en russe, il dit c'est un véritable hémorroïde pour lui, le Donbass. C'est que du souci, quoi. Et c'est une évidence que c'est que du souci pour les Russes, parce que, tout simplement, ils n'ont pas vraiment les moyens de mener une guerre maintenant
eux-mêmes pour le Donbass. Alors ils peuvent le faire, et s'ils le font, ils gagneront. Mais après, il faut encore se charger de la gestion des territoires qu'on a ou libérés ou occupés, selon les interprétations qu'on va en faire. Or, ça va coûter un pognon fou, parce que l'Ukraine a été totalement pillée. Elle a été désindustrialisée, tout a été vendu, tout ce qui pouvait être vendu est vendu. Les entreprises sont systématiquement pillées dès qu'elles commencent à avoir un peu de bénéfices, quand elles en ont. Et on n'arrive plus à travailler. Enfin bref, le pays est dévasté. Comme était, non pas dévasté, mais en tout cas comme elle était abandonnée, la Crimée sous administration ukrainienne. Or, la Crimée, depuis la réunification avec la Russie, elle coûte très cher. De même que l'Allemagne de l'Est a coûté très cher à l'Allemagne de l'Ouest. Ne serait-ce que le pont de Crimée, qui a été certes une prouesse technologique. C'est un peu un budget exceptionnel, etc. Non, là, la Crimée, il y a eu un aéroport, des routes, l'eau, l'électricité, parce que ça manquait d'eau, et l'eau arrivait d'Ukraine. Donc tout ça a été des investissements colossaux. Ça coûte très cher à la Russie, la réintégration de la Crimée. Donc ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui de réintégrer, parce que n'oubliez pas que le Donbass, ce sont des régions qui ont été données par Lénine à la Crimée. C'était des régions russes. Et donc évidemment, ce sont des régions où les gens parlent russe. N'oubliez pas qu'en Ukraine, il y a plus de 20 millions de Russes, pas des russophones. Les russophones, c'est 98% de la population, simplement quelques jeunes aujourd'hui, surtout dans l'ouest de l'Ukraine, qui commencent à perdre le russe, ce qui est bien dommage pour eux, parce que du coup, ils auront du mal à travailler avec les marchés qui leur sont tout naturels, notamment celles de ceux de l'ancienne URSS. Parce que c'est pas l'Union européenne qui va acheter les produits ukrainiens. Ils correspondent pas aux normes de l'Union européenne. C'est encore un rêve qu'on leur balance. Et puis il y a des quotas. C'est une honte. Et puis il y a des quotas qui sont très vite dépassés d'ailleurs. Et puis il y a des quotas, et puis il y a tout ce que vous voulez, mais enfin bref, leur clientèle. Et d'ailleurs, même au moment de l'accord Union européenne, que justement Yanukovych a demandé à retarder, déjà l'Union européenne n'était que le 3e partenaire commercial de l'Ukraine. Les premiers partenaires, c'était l'Asie et l'ex-URSS, et l'Asie centrale. Donc là, ils ont besoin du russe, justement. Et puis évidemment, la Russie. Évidemment, la Russie. C'est tout le problème de cet accord avec l'Union européenne, c'est que l'Ukraine était déjà dans une zone de libre-échange. Celle de l'Eurasie, en quelque sorte. Où il y avait la Russie, où il y a les autres pays de l'ex-URSS. Et elle voulait entrer dans la zone de libre-échange avec l'Union européenne. Mais il fallait au moins s'entendre avec l'autre zone de libre-échange, parce que sinon c'est de la triche. L'Ukraine, évidemment, elle avait le beurre et l'argent du beurre. Alors c'était bien pour les Ukrainiens, sans doute. Mais les autres, ils n'allaient pas accepter d'avoir des marchandises complètement dédouanées en libre-échange, alors qu'eux ne pourraient pas passer les marchandises en libre-échange, si ce n'est à travers l'Ukraine. Donc, il vous demandait à ce qu'il y ait une négociation sur les modalités d'échanges commerciaux. Et à l'époque, Barroso, qui était le président de la Commission européenne, qui aujourd'hui est allé servir ses maîtres plus directement dans la banque américaine où il est retourné, enfin où il est allé, eh bien, Barroso a refusé, en disant on ne veut pas des Russes, non, on ne veut pas des Russes, alors que les Russes sont quand même un partenaire naturel de l'Ukraine. Quand on regarde les choses normalement, sans passion et sans idéologie, c'est évident que le jeu de l'Ukraine, c'est d'être entre les deux, c'est de profiter et de l'Union européenne et de la Russie. C'est une évidence. Eh bien non, il a fallu faire remplir les objectifs qu'avaient déjà les Autrichiens lorsqu'une partie justement de la Galicie appartenait à l'Autriche, à l'Empire austro-hongrois, qui ont inventé justement la notion d'ukrainisme. Car l'ukrainisme est évidemment, l'Ukraine et la Russie, c'est en fait historiquement le même peuple, même si aujourd'hui ce sont deux pays différents, qui sont effectivement deux pays différents, et deux peuples différents si on veut, mais historiquement c'est le même. La Russie a commencé à Kiev. Kiev a été détruite en 1240 par le petit-fils de Genghis Khan, qui s'appelait Batoui, le Khan Batoui. Et les Tatars ont bien fait les choses
ils ont massacré tout le monde et l'Ukraine était un désert. Il a fallu que des Cosaques s'y réinstallent petit à petit dans la steppe pour que petit à petit l'Ukraine revienne, réexiste. Et évidemment, ces Cosaques venaient de partout, mais ils étaient sous domination polonaise. Et comme avec la Pologne et avec la Turquie, qu'ils allaient piller de temps en temps, parce que bon, c'était des rapides, lisez pour ça Taras Bulba de Gogol. C'est magnifique, ça vous explique tout sur la question. Eh bien, ces Cosaques en ont eu marre d'avoir la domination polonaise, avec lesquels en plus il y avait un contentieux religieux, puisque les Polonais sont catholiques, les Cosaques étaient orthodoxes, ou pour la majorité d'entre eux en tout cas, et en un mot, un des Cosaques, un des atamans cosaques, Bogdan Khmelnytsky, a décidé de rallier la Russie, a demandé à l'empereur de Russie de rattacher l'Ukraine à l'Empire russe. Et c'était en 1654, d'où le fait qu'en 1954, un homme politique ukrainien, même si ethniquement on dit qu'il n'est pas complètement ukrainien, Khrouchtchev, a donné la Crimée, sans demander rien à personne, a donné la Crimée à l'Ukraine, qui était alors dans l'URSS, et donc ça ne s'est pas vu du tout. C'est-à-dire il n'y a pas eu de résultat réellement. Attention, il n'avait pas donné Sébastopol. Sébastopol n'était pas donné à l'Ukraine, et du reste, les gens de Sébastopol n'ont jamais appris la langue ukrainienne de la Galicie. Donc, vous voyez, c'est là aussi, il y a quelques incorrections dans l'histoire qui convient de corriger. Là aussi, on raconte aux pauvres Ukrainiens aujourd'hui dans les écoles, non seulement on leur interdit d'apprendre le russe, ce qui pourtant leur servirait, mais en plus on leur raconte des salades en disant « Vous n'avez rien à voir avec les Russes, vous venez d'un peuple qui s'appelait le peuple Oukre ». Alors il y avait des Ougres effectivement, mais enfin le peuple Oukre, alors on ne sait pas ce que c'est. Alors ces Oukres, ils ont fait des choses comme par exemple creuser, c'est eux qui ont creusé la mer Noire. Ouais. Et alors le sable qu'ils rejetaient, ça a fait d'un côté l'Altaï et de l'autre côté les Carpates. Enfin bref, on rêve. Mais c'est comme ça qu'on arrive à faire des zombies. Comme les moyens d'information sont coupés, notamment ceux qui viennent de Russie, les gens sont obligés de les regarder par des ruses, par Internet. Mais ils regardent quand même. Évidemment, on en arrive à avoir des jeunes qui sont élevés dans la haine du russe et dans la méconnaissance totale et de leur histoire et des langues. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. Et c'est de ce point de vue-là que je dis, je pense que les Russes ont eu tort de ne pas laisser les résistants du Donbass avancer jusqu'à Kharkov et à Odessa. Encore une fois, seule l'histoire nous dira, aujourd'hui, les Ukrainiens, en votant contre Poroshenko en masse, montrent qu'ils en ont marre de la politique de Poroshenko. On va voir ce que va faire Zelensky. Pour l'instant, il donne des gages aux ultranationalistes. Il dit qu'il veut rétablir la paix avec le Donbass. Est-ce que les Américains les laisseront faire ou pas? C'est ça la grande question. Et ça, je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas vous le dire. J'en sais rien. Peut-être que les Américains, comme ils ont la question de l'Iran, comme ils ont d'autres problèmes, comme ils ont leur guerre commerciale avec la Chine, il est possible qu'ils laissent un peu tomber sur le Donbass et qu'ils donnent l'autorisation à Zelensky de, par exemple, appliquer les accords de Minsk. Pourquoi pas? Peut-être. J'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que pour les Américains, il faut bien le dire, c'est gagnant-gagnant cette affaire du Donbass. Soit il y a la guerre avec la Russie, et là, ma foi, c'est bon pour eux. Là, ça affaiblit la Russie, on peut y aller en propagande très forte contre la Russie, de ces horribles Russes qui attaquent, etc. Et puis, ça affaiblit la Russie. Or, la Russie, sa priorité, c'est le développement économique. C'est l'insuffisance d'investissement, c'est la dépendance des matières premières, des matières premières brutes, hein. C'est une insuffisance de modification des institutions par rapport justement à une nouvelle économie, enfin, etc. Bref, c'est des vrais problèmes qui existent. Et ça, ils ne peuvent plus s'en occuper quand il y a cette tension internationale que maintiennent les Américains, et malheureusement, nous, aux ordres des Américains, alors qu'on n'y a pas du tout intérêt, parce que ça nous fout de l'instabilité en Europe, et nous, on aurait tout intérêt à avoir une certaine stabilité dans nos échanges avec les Russes et profiter du marché russe, qui est quand même un gros marché. Oui, parce que, en plus de ça, profiter des matières premières russes aussi. Oui. C'est pas rien. Et finalement, alors ça, je rêve, mais enfin, avoir aussi profité à la limite du bouclier militaire russe, qui existe aussi.
Donc ça c'est... Et dans l'histoire, on peut dire que à chaque fois que les Russes sont intervenus militairement, ça a été plutôt au profit de la France, y compris après Napoléon, qui quand même allait leur chatouiller les moustaches, faut bien reconnaître. Mais quand ils sont venus à Paris, c'est Alexandre Ier qui a garanti la pérennité de la France. Parce que les Anglais et les Autrichiens, ils voulaient la dépecer, la France. Et c'est Alexandre Ier qui a gardé la France. Et bizarrement, c'est aussi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, il y a une médaille qui a été émise par les Américains, d'ailleurs, sur la commémoration de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un drapeau américain, en gros, un drapeau anglais qu'on voit un peu derrière, un drapeau français qu'on voit un tout petit peu, enfin, derrière, et même pas le drapeau soviétique. C'est eux qui ont quand même mis 23 millions de morts dans l'affaire, qui ont battu les nazis, qui se sont retrouvés à Berlin, mais c'est pas grave, c'est les États-Unis qui ont gagné la guerre. Voilà, ces déformations historiques, eh ben, on continue comme ça. Il paraît qu'au Japon, ils arrivent à faire croire aux enfants japonais que les bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki, c'était les Russes. Ah bon? Alors, vous voyez, là, on en arrive à Dieu sait quoi, cette déformation systématique, cette espèce de propagande continue contre la Russie, c'est évidemment pour réparer les opinions à une guerre, et ça, nous, on n'en veut pas. C'est complètement contre nos intérêts, c'est contre la vie de nos enfants, c'est contre la vie de nos pays, etc. On n'y a aucun intérêt. Bon, donc, en revanche, les Américains, eux, ont peut-être intérêt, ou certains Américains, ont peut-être intérêt, ou bien à la guerre, avec de la chair à canon ukrainienne qui coûte moins cher qu'un ouvrier chinois de nos jours. Donc, ma foi, c'est un bon business. Voilà. Ou bien, on maintient la pression, et de toutes les façons, ça c'est bon aussi parce que ça embête les Russes, comme dit M. Kolomoïski, qui donc est le grand protecteur de Zelensky, d'après ce qu'on en dit dans la presse ukrainienne. Eh bien, ça permettra de garder l'hémorroïde à Poutine, comme il dit. Eh ben oui, évidemment. Donc, si vous voulez, pour les Américains, c'est gagnant-gagnant, cette affaire du Donbass. Et j'ai malheureusement l'impression qu'ils ne laisseront pas Zelensky régler le problème. Peut-être que Kolomoïski y arrivera. Il y a un autre oligarque qui a l'air de soutenir aussi Zelensky, qui est un oligarque tatar. Rikhat Akhmetov. Eh bien, ce monsieur-là aussi, paraît-il, soutient et lui aussi serait pour une paix dans le Donbass parce qu'il a son business à Dnipropetrovsk et à Donetsk. Et à Donetsk, il semblerait qu'il y a des biens de Rikhat Akhmetov qui ont été nationalisés. Donc, lui, il voudrait bien régler la question et un peu de récupérer les choses. De même que le Kolomoïski avait une banque qui s'appelait Privatbank, où il a pillé, d'ailleurs, il a volé tous les déposants qui étaient en Crimée, qui avaient un compte à la Privatbank du temps ukrainien. Quand la Crimée a été réunie à la Russie, après le référendum, eh bien, Privatbank, il a refusé de payer l'argent de ceux qui avaient déposé de l'argent chez lui, quoi. Donc, il s'est fait un peu de sous, mais entre-temps, après, il y a Poroshenko qui s'est disputé avec lui. Poroshenko est un oligarque du chocolat, Kolomoïski du bâtiment, donc de la banque, évidemment. Et puis, il voulait faire dans l'énergie aussi, avec son histoire de gaz. Là. Vraiment, ça n'a pas marché. Donc, voilà. C'est bien Kolomoïski a été viré, et la Privatbank a été plus ou moins déprivatisée, en quelque sorte. Je ne sais pas quel oligarque, quel Poroshenko a mis la main dessus. Est-ce que c'est sous des aspects d'État ukrainien? Enfin, je ne sais pas. Autre chose qu'a fait Poroshenko, c'est le fameux schisme, alors dont j'ai déjà parlé dans une de vos vidéos. Oui. Le fameux schisme. La guerre religieuse. Le Thomas, où il est arrivé à obtenir du patriarche de Constantinople, Bartholomé, qui, comme vous le savez, représente un carré, un pâté de maison à Istanbul, quand même, c'est pas rien. Et donc, qui s'est prêté au jeu des Américains et évidemment de Poroshenko. Qui escomptait, sans doute finance. Ouais, Poroshenko qui escomptait instrumentaliser cet aspect-là, enfin cette tentative éhontée de récupérer les biens de l'Église du patriarcat de Moscou. Bien sûr. Oui, notamment, il y avait toute une question foncière dans l'histoire. On escomptait, bien évidemment. Et escomptait que ça allait lui rapporter quelque chose, justement pour les élections présidentielles qui sont intervenues. Alors, ça n'a rien à rapporter du tout, parce que d'abord, les gens, ils n'avaient pas demandé
la majorité des églises ukrainiennes sont du patriarcat de Moscou. Ça ne veut pas dire qu'ils appartiennent au patriarcat de Moscou, ils appartiennent à l'église ukrainienne, qui est autonome, mais qui est canoniquement rattachée au patriarcat de Moscou. C'est pas tout à fait pareil. Oui. Ils n'ont rien demandé à personne, tout le monde était très content comme ça. Et ça représente 12 000 paroisses. Alors aujourd'hui, il y a tous les jours des attaques contre les églises qui sont rattachées canoniquement au patriarcat de Moscou pour essayer de les piller, évidemment, par des commandos nazis venus de l'Ukraine occidentale. Effectivement. Donc ça, c'était ça le but, en fait. Mais résultat des courses, quand même, c'est qu'avant, il y avait 3 églises en Ukraine, deux plus petites, hein, une qui était une espèce d'église autonome, qui était avec un bonhomme, qui est un mec assez bizarre, qui était un ancien agent du KGB, qui s'appelle Denisenko, qui a été métropolite de l'église orthodoxe, qui s'est autoproclamé patriarche d'Ukraine. Ça a été plus ou moins reconnu par Yushchenko et les autres présidents là, de la Révolution orange. Lui, il est arrivé à avoir 5000 paroisses, et c'est encore en volant à Moscou. C'est-à-dire là aussi, par la force, ils en ont récupéré par la force. Et puis il y en a une autre qui est en Galicie, qui est rattachée en fait à l'église canadienne des Ukrainiens émigrés au Canada, soit du temps de Petlura, qui était pendant la guerre civile, soit de Bandera, qui était le collabo avec les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et eux, ça représentait encore moins de paroisses, mais c'était eux Constantinople. Voilà qui était rattaché à Constantinople. Alors maintenant, ils en ont mis une rattachée à Constantinople, mais ils n'ont pas voulu reconnaître Constantinople quand même, n'a pas voulu reconnaître le patriarche, entre guillemets, Denisenko, là, parce que c'était un ancien agent du KGB, parce que quand même c'est un gars du clergé noir, ce qu'on appelle chez les orthodoxes, c'est-à-dire un moine qui logiquement n'a pas de famille. Eh bien lui, il avait quand même 3 enfants, etc. Donc ça la foutait un peu mal, quoi. Et il avait été proclamé schismatique par encore le patriarche précédent, Alexei de Moscou. Donc déjà, c'était mal parti. Donc ils en ont fait un autre, une 4e. Ils ont nommé un métropolite comme chef de l'église guillemets autocéphale, c'est-à-dire qui se défend d'elle-même. Et du coup, maintenant, il y a 4 églises. Alors Denisenko est furieux parce qu'il dit qu'il faut que ça se rattache à lui. Enfin bref, ils se disputent entre eux, quoi. Les loups se disputent entre eux actuellement. Alors les pauvres croyants ukrainiens, en fait, sont dans une assez mauvaise position. Et alors ça a des conséquences même ici en France, puisque le Constantinople, la Bartholomée justement, a supprimé ce qu'on appelait l'exarchat ici. L'exarchat, ça permettait à l'église orthodoxe russe de se rattacher directement à Constantinople, au patriarcat, sans passer par la structure des églises orthodoxes en France, qui est grecque, évidemment. Or, pourquoi ça a été Constantinople? C'est que quand il y avait la révolution, les immigrés sont venus dans les années 20, le patriarcat à Moscou, après la mort du patriarche Tikhon, il n'y a plus vraiment de patriarche. Et donc, les immigrés russes se sont retrouvés orphelins de patriarche. Donc, ils se demandaient à se rattacher. Et à l'époque, le chef de l'église orthodoxe russe de Paris, de France, il s'appelait le métropolite Euloge, il a dit provisoirement, c'est écrit dans ses mémoires, provisoirement, nous passons sous juridiction de Constantinople jusqu'à ce qu'on puisse revenir à Moscou. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le temps est venu effectivement de revenir à Moscou. Moscou qui propose, il faut bien le dire, des conditions rêvées aujourd'hui, d'un nouvel exarchat en quelque sorte et d'une très grande autonomie pour les églises dont dépendent, voilà, la rue d'Aru, là, Alexandre Nevsky à rue d'Aru, ou à Crimée, Saint-Serge, rue de Crimée, ou l'église de Sainte-Geneviève-des-Bois, le cimetière, enfin, etc. Voilà, vous voyez, ça a des conséquences, en fait, aussi pour nous, cette affaire religieuse, et je pense, en gros, que ça n'aura pas servi Poroshenko, en tout cas, du tout. Zelensky, je pense qu'il s'en fout un peu de cette affaire, en vérité, parce que lui-même est juif, ce qui est assez étonnant, mais ce qui est plutôt bien, parce que par rapport aux commandos nazis, par rapport à la force nazie de la Galicie, et notamment, par exemple, le président de la Rada, qui s'appelle Paroubi, qui était le président de la Rada, puisque maintenant, la Rada, une des premières mesures lors de l'intronisation par Zelensky, ça a été la dissolution de la Rada. Ouais. Ça a été aussi la démission et l'interdiction de partir en voyage du chef de la sécurité et du procureur. C'est pas rien quand même. Oui. Oui. Que le nouveau président fasse ça, et c'est un appel au ministre de l'Intérieur à démissionner. Et puis ensuite,
il y a eu plein de gens de l'ancien gouvernement, dont Poroshenko d'ailleurs, qui sont plus autorisés à sortir d'Ukraine en vue d'une ouverture d'enquête sur des détournements de fonds publics, abus de biens sociaux, etc., etc. Donc ça va plutôt dans la bonne direction. Il va y avoir des élections anticipées. On va voir, est-ce qu'il va... Un geste serait d'autoriser déjà tous les Ukrainiens à voter. Ça serait déjà un bon signe. Ça n'a pas été le cas donc pour les présidentielles. Si Zelensky le fait, bah, ma foi, ça sera peut-être pas mal. Est-ce que il va changer aussi? Là, il y a eu un petit scandale au Conseil de l'Europe aussi. L'ancien ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Klimkin est parti du Conseil de l'Europe en claquant la porte parce que la Russie, évidemment, comme elle avait été privée du droit de vote, elle a arrêté de payer ses cotisations. Les cotisations, c'est quand même 30 millions d'euros. 30 millions, vous savez, les bureaucrates du Conseil de l'Europe, hein, c'est quand même une sinécure. On n'a pas envie d'y renoncer. Hein. Vous vous rendez compte, et on est sans impôts, statut diplomatique, on a à peu près rien à foutre, quoi. On dit quelques banalités et lieux communs sur les droits de l'homme, les machins, les trucs. C'est une fête. Enfin, c'est bien qu'il y ait ce Conseil de l'Europe, qu'il existe, c'est magnifique. Parce que au moins, ça permet à la vraie Europe d'être toute là. Ils ont voulu virer la Russie, notamment sous pression des plus russophobes, et évidemment des acteurs, je dirais, les plus américanophiles, quoi, notamment la Pologne et les pays baltes. Et puis, bon, la Russie, c'est pas laissé faire, évidemment. C'est pas une république bananière, contrairement à certains des intervenants cités plus haut. Eh bien, quand ils ont arrêté de payer les cotisations, on s'est mis à se dire, finalement, peut-être que la Russie, quand même, hein, c'est ce qu'ils ont dit il y a quelques jours, donc, au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et du coup, Klimkin était très furieux en disant « Il faut des sanctions, il faut des sanctions ». Zelensky lui-même a vu des chefs d'État qui étaient venus à son inauguration, on dit, en Ukraine, son intronisation. Il a vu non pas des chefs d'État, mais quelquefois des premiers ministres et autres, enfin des responsables gouvernementaux et diplomatiques de différents pays de l'Ouest qui sont venus à son intronisation. À ce propos, les Russes n'ont pas été invités, donc ça dit aussi quelque chose. Eh bien, à certains, il a dit, il faut y aller, il faut renforcer les sanctions, il faut renforcer les sanctions. Comme il a dit ça essentiellement des Polonais et des Baltes, ça ne tire pas vraiment à conséquence, et lui, ça lui permet de se faire passer pour un pur, un dur, un tout ce qu'on veut. Encore une fois, on va voir. Kolomoïski, dans ce qu'il dit, s'il est réellement le protecteur de Zelensky, on peut avoir plus d'espoir. C'est pas qu'il peut y avoir au moins moins de victimes dans le Donbass. Pour le reste, qu'est-ce que va faire Zelensky pour l'instant? On ne sait pas. Alors c'est dommage, cette vidéo va vieillir, mais enfin au moins ce sera un témoignage du moment où il est arrivé au pouvoir. Voilà. Très bien, Dimitri Koshko, merci de votre intervention, de votre lecture de la situation présente en Ukraine. Effectivement, on reste dubitatif sur la politique de Zelensky. Probablement que l'attitude de Zelensky par rapport au suffrage, c'est-à-dire aux Ukrainiens qui soient à l'étranger et qui puissent enfin voter pour les élections législatives qui maintenant vont arriver. On va voir si vraiment Zelensky fait une rupture complète par rapport à son prédécesseur. C'est toute la question. En tout cas, merci Dimitri Koshko de nous avoir donné un éclairage. Malheureusement, ça ne dépend pas de lui. Comment? Ça ne dépend pas de lui. Il faut savoir si les Américains l'autoriseront. Ok, oui, très certainement. Merci en tout cas. Oui. Bonne soirée et à très bientôt sur Réveil Français TV. Merci, au revoir.